C'est l'heure de la grande édition d'information de la soirée. Tout de suite, le sommaire. Au Gabon, la lutte contre la corruption se poursuit. Cette fois, c'est l'Ordre national des comptables qui s'est engagé auprès de la tutelle afin de joindre leurs différentes expériences et en venir à bout de ce phénomène dans le pays. Une délégation du Commonwealth a été reçue ce jeudi par le chef du gouvernement gabonais. Cette dernière est venue vendre les avantages de cette organisation et proposer une possible adhésion du pays à cette instance internationale. Et en Somalie, le président appelle à un retour au dialogue et à la tenue d'élections alors que le pays traverse sa pire période de violence politique depuis des années. En France, le président Emmanuel Macron a dévoilé son plan de déconfinement ce jeudi à la presse. Il a annoncé la réouverture des terrasses, des cinémas et des musées à partir du 19 mai. Et si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Gabon 24. Bienvenue à toutes et à tous. Ouvrons ce journal en Somalie où le président Mohamed Abdullahi Mohamed a mis sous pression par ses alliés, a donc appelé la tenue à l'élection à l'issue d'une journée de mardi qui avait vu des habitants de Mogadiscio quitter leur quartier, craignant de nouveaux affrontements. Le récit de David Laoboula. Mohamed Abdullahi Mohamed s'adressera au Parlement ce samedi afin d'obtenir leur approbation pour le processus électoral. C'est dans cette optique qu'il appelle les acteurs politiques à tenir des discussions urgentes sur la manière de conduire le vote du scrutin prochain. Dans le pays, les tensions politiques enflent depuis la fin de son mandat, qui a expiré le 8 février dernier sans que les élections puissent être organisées. Il y a moins de 2 semaines, le Parlement votait une loi prolongant son mandat de 2 ans dans l'attente de l'organisation des élections. L'impasse électorale se transforme progressivement en affrontement armé débuté depuis le dimanche écoulé, alors que les combattants alliés à l'opposition installaient des barrages dans plusieurs quartiers de Mogadiscio. Le président et les dirigeants des 2 des 5 États semi-autonomes de la Somalie ne sont pas parvenus à s'entendre sur la manière de conduire les élections. Mardi, 2 États semi-autonomes, notamment ceux de Galmudug et l'Hirshabelle, ont officiellement rejeté la prolongation du mandat présidentiel et appelé à la tenue des élections. Pour sa part, le Premier ministre Mohamed Hussein Roble, allié de Farmajo, salue cette déclaration et appelle lui également à l'accélération d'élections justes. Et au Cap-Vert, le parti du centre droit au pouvoir depuis 5 ans reste majoritaire à l'Assemblée nationale à l'issue des élections législatives du 18 avril dernier, dont les résultats complets ont été publiés mercredi par la commission électorale. Le mouvement pour la démocratie, MPB, du Premier ministre cap-verdien sortant, Ulysse Correa y Silva, décroche 38 sièges sur les 112 que compte l'Assemblée nationale, selon des résultats provisoires publié mercredi par la commission électorale. Mais malgré cette victoire qui confirme sa majorité, le parti au pouvoir perd 2 sièges puisqu'il en avait 40 dans la précédente législature. Le MPD a obtenu l'un des 2 sièges accordés à la diaspora dont les résultats se faisaient attendre depuis plus d'une semaine. Opfer Anda, 42 ans, qui espérait devenir la première femme à diriger le gouvernement de l'ancienne colonie portugaise, avait reconnu dès le soir du scrutin sa défaite et annoncé sa prochaine démission de la tête de son parti, dont elle était devenue la première femme à assumer la présidence en 2014. Loin derrière les 2 formations historiques, l'Union capverdienne indépendante et démocratique remporte 4 sièges, d'après les résultats publiés par la Commission nationale électorale, alors que 3 autres petites formations n'ont aucun député. Considéré comme une exception démocratique en Afrique, le Cap-Vert, archipel de 550 000 habitants au large du Sénégal, n'a jamais connu de conflit lié aux élections. Le pays est doté d'un régime semi-parlementaire dans lequel le Premier ministre domine l'exécutif, le président Jorge Carlos Fonseca, soutenu par le MPD, exerçant lui un rôle d'arbitre. Et puis du 10 au 13 juin prochain se tiendra la première édition du Forum africain sur l'investissement en Turquie, une rencontre dont les enjeux économiques ne sont plus à démontrer. 1500 entreprises africaines y sont attendues. Le récit de Modeste Ocon. Le forum est multisectoriel, allant de l'aéronautique à l'artisanat en passant par les BTP, l'agriculture et les énergies.
et verra, outre les entreprises du secteur privé, la participation d'acteurs publics, de la société civile et de grandes organisations régionales et internationales de coopération multilatérale. 1500 entreprises et organisations africaines participantes sont attendues aux côtés de leurs homologues turcs. Les entreprises africaines sont fières des réalisations des entreprises turques. Les entreprises turques veulent davantage des parts de marché, des collaborations. Donc cet événement est un booster. C'est une initiative portée par la Chambre internationale pour le conseil et la promotion et le groupe ATIC, qui est une organisation patronale regroupant plus de 20 000 entreprises turques. Les enjeux ici sont énormes. Il s'agit de développer la coopération économique et commerciale entre l'Afrique et la Turquie. Il s'agit de promouvoir cette destination qui est de plus en plus prisée par les entreprises africaines et même la Turquie par l'Afrique afin qu'il y ait un partenariat gagnant-gagnant. Le moment idéal pour investir en Afrique, c'est maintenant. Le continent est la région la plus rentable au monde. Ses perspectives de croissance économique comptent parmi les plus prometteuses de la planète, d'après les Nations Unies. Cette première édition du forum se veut donc une véritable plateforme stratégique de rencontres et d'échanges pour la promotion intégrée de l'investissement en Afrique. Le rendez-vous est donc pris pour le 10 au 13 juin prochain. Rose Cristiano Soukara Ponda, le Premier ministre gabonais, s'est entretenu ce jeudi à Libreville avec Luis Franceschi, directeur général de la bonne gouvernance et de la paix Commonwealth Londres. L'objectif de cette visite était la possible intégration du Gabon à cette organisation internationale. Michel Thény nous en dit plus. Le Commonwealth ou Communauté des Nations est une organisation intergouvernementale composée de 54 États membres qui sont tous presque territoires de l'Empire britannique, comme l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, le Canada, le Royaume-Uni et le Rwanda. Le Gabon ambitionne d'intégrer cette organisation pour élargir son positionnement sur la scène diplomatique, d'où l'intérêt de la présence d'un émissaire du Commonwealth en terre gabonaise. Je suis donc ici avec une délégation du secrétariat pour une mission de prise de contact après que le gouvernement gabonais a exprimé le souhait de rejoindre l'organisation du Commonwealth. Mais au-delà de la dimension diplomatique, il y a la question environnementale. En sa qualité de leader en Afrique subsaharienne en matière de préservation de l'environnement et de conservation de la biodiversité, le Gabon peut apporter son expertise. Le Gabon est un pays merveilleux et à plusieurs égards. On citera par exemple la conservation de la nature, la protection des forêts, la régénération des forêts également. Donc le Gabon pourrait aussi apporter son expérience en tant que pays qui n'a pas forcément un passé colonial tel que celui des pays anglophones. Les États membres du Commonwealth couvrent près de 30 millions de kilomètres de territoire sur les 5 continents habités. Sa population est estimée à plus de 2,5 milliards d'habitants. Toujours au Gabon, une séance de travail particulière s'est tenue entre l'Ordre national des experts comptables et les agents du ministère de la lutte contre la corruption en présence du ministre Francis Nkeyardire, qui n'a pas manqué de passer le message du gouvernement sur les notions de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption au Gabon. Le reportage est signé Linda Gaël Magonga. C'est en qualité de potentiel partenaire que l'Ordre national des experts comptables s'est présenté au ministère gabonais de lutte contre la corruption et de la promotion de la bonne gouvernance pour exposer et proposer des nouvelles stratégies en vue de combattre la gangrène de la corruption au Gabon. Pour l'instant, nous avons proposé 4 actions extrêmement concrètes avec un chronogramme de mise en œuvre si elles sont adoptées. À la suite des échanges avec M. le ministre, nous avons identifié un certain nombre d'autres opportunités sur lesquels nous allons travailler rapidement et de façon à revenir vers M. le ministre assez rapidement pour compléter effectivement les actions déjà proposées. Attentif aux suggestions des experts comptables, le ministre Francis Keya a saisi cette occasion supplémentaire pour présenter la stratégie du gouvernement en matière de lutte contre la corruption. Pour lutter contre ce fléau, la démarche du chef de l'État et celle du gouvernement gabonais ne se limite pas qu'aux procédures judiciaires.
mais à un ensemble de politiques, d'actions et de réformes qui doivent concerner toute la chaîne étatique. Cette démarche repose notamment sur 3 piliers: la pédagogie, le contrôle et la sanction. En raison des restrictions liées à la lutte contre la propagation du coronavirus au Gabon, le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption, a décidé de prendre appui sur les groupes de relais pour diffuser les informations sur les mécanismes de bonne gouvernance dans le cadre de la campagne de sensibilisation contre le phénomène de corruption dans le pays. L'état du réseau routier au Gabon alimente toujours les débats et fait couler beaucoup d'encre et de salive. Des trous partout, de Libreville, la capitale, à Bitam, dans le septentrion. La question est sur toutes les lèvres. Qui pour répondre, suivant cette analyse de la rédaction. Il a lu un autre, puis un autre encore. Il eut un autre, puis un autre. Il eut le premier qu'on crut le dernier, mais il eut un autre, puis un autre encore. Sans oublier Sans oublier l'oublié qui, telle une pandémie, toucha toutes les routes de Libreville à Bitam. Un trou des trous, à qui la faute? Qui pour répondre? Aucun répit pour les particuliers et les transporteurs, car en plus du spectacle acrobatique qu'ils sont obligés d'offrir aux riverains au fil de la circulation, les automobilistes et leurs véhicules dansent au rythme de l'élone. Mais de l'ikoku très en vogue dans le pays et qui nécessite, pour les exécutants, une finesse sans rivale. Mais dans le cas des routes trouées, il s'agit d'un rythme sans musique qui produit de l'exaspération. Qui pour répondre? Des trous, des nids de poules, des piscines difformes à tous les coins de rue, des étendues pour de la pisciculture, enfin pour ceux qui le souhaitent. Le tableau est loin d'être exhaustif et pourtant c'est comme cela que l'on peut décrire les routes du Gabon en 2021. Qu'est-ce qui peut ou doit l'expliquer? Combien d'experts dans ce département ministériel pour régler ce problème qui, si l'on y prend garde, va donner au Gabon l'image d'un pays sans vision? Or, le chef de l'État a clairement fixé le cap, le Premier ministre a fait sa part. Que manque-t-il finalement pour soigner la maladie dont souffrent les routes gabonaises? Qui pour répondre? Le doit-on à cette suite de mots frisant un fatalisme dénué de sens sorti tout droit des entrailles du Gabon qui dit « on va encore faire comment » ou le doit-on à une absence de politique véritable en matière de travaux publics ou de voirie? Que disent le ministère chargé des travaux publics et les mairies? Qu'est-ce qui est fait pour éviter que le pire n'arrive? Sur le pont Nomba qui relie les communes de Libreville et celle d'Ovendo, des trous. Mieux, à Libreville, des trous. À Port-Gentil, des trous. À Lambaréné, des trous. À Franceville, des trous. Partout des trous. Mais qui troue les routes du Gabon? Qui pour répondre? Avec 118 milliards de francs CFA de budget en 2020, qu'est-ce qui a été fait? Où peut-on le vérifier? Combien d'argent a été dépensé? Pour quels travaux? Où en sommes-nous? Où va-t-on réellement dans le secteur des travaux publics? Qui pour répondre? La question est posée. La parole est donnée à qui veut la prendre. À suivre juste après cette grande édition d'information, le plateau spécial consacré à la problématique de l'état des routes au Gabon. Et puis ce jeudi à Libreville s'est tenu un conseil des ministres. L'exécutif gabonais Ali Bongo Ondimba a dirigé cette rencontre virtuelle à l'ordre du jour des questions de développement pour améliorer le quotidien des Gabonais. Le compte rendu de la communication présidentielle. C'est une nouvelle journée de travail qui commence pour le président de la République et chef de l'État. Devant son écran de travail, ce jeudi, Ali Bongo Ondimba préside le Conseil des ministres. En cette période de crise sanitaire, mesures barrières obligent. La distanciation physique est la règle. Le Premier ministre et les membres du gouvernement sont à leur poste de travail. Les dossiers aujourd'hui sont nombreux. L'urgence sanitaire et sociale, mais aussi la relance de l'économie. À l'ouvrage, au service de la nation, la concentration est au maximum. Rose Christiane Osouka et son équipe sont pleinement engagés à accélérer la cadence des réformes dans les domaines prioritaires. Pour tous ici, l'objectif fixé par le numéro 1 de la République est bien d'assurer la relance économique et l'accompagnement social nécessaire en raison de la crise liée à la Covid-19 pour améliorer le quotidien des Gabonais.
Rien à voir avec ce qui précède. Parler de la propriété intellectuelle revient à évoquer la problématique des droits d'auteur qui, à ce jour, continue d'être au centre des débats dans le milieu artistique du Gabon entre déclaration des œuvres, détention de cartes de membres du Bureau gabonais des droits d'auteur qui, en réalité, doit revendiquer ses droits d'auteur. Davila Oboula et Alban Boumba tentent d'y répondre. Un auteur, un créateur veut protéger son chef-d'œuvre. Qu'il s'agisse des musiciens, des peintres, des sculpteurs, des écrivains, pour ne citer que cela, comment doit-il s'y prendre? Sinon, quelle procédure pour la déclaration des œuvres de l'esprit? Assurer la protection, c'est faire acte de déclaration auprès du Bureau gabonais des droits d'auteur en donnant les titres des livres, le contenu des livres, les dimensions des livres et permettre donc à ce que le bureau lui délivre une reconnaissance qui va passer par la commission d'homologation du secteur de l'écriture. Quand cette commission-là a siégé et a validé le dossier, c'est à ce moment-là que nous, on rappelle l'intéressé pour lui dire de venir régler la facture de son adhésion. À ce moment-là, on lui délivre une carte. En réalité, parce qu'un artiste est membre du Bugada et qu'il a confié son patrimoine artistique ou littéraire à cette entité, la protection de ses œuvres est désormais du ressort du Bureau gabonais des droits d'auteur. Non, le pirate, c'est le pirate. Le voleur, c'est le voleur. Le voleur s'en fout de la légalité et c'est quelque chose qu'il ne respecte pas. Mais c'est à nous d'appliquer la réglementation. Les missions du Bureau gabonais des droits d'auteur sont claires. Enregistrer, recevoir, renseigner les auteurs et leurs déclarations, protéger leurs œuvres et demander l'homologation de ces dernières. Il a également le rôle de perception de redevances auprès de toutes les personnes physiques ou morales qui utilisent de manière publique les œuvres littéraires et artistiques sur le territoire national. Non sans oublier la répartition aux ayants droit, aux artistes, c'est-à-dire ceux ayant été enregistrés au Bugada et possédant une carte de membre. Pour la 7e édition du prix UNESCO Hamdan, organisé chaque 2 ans en faveur du développement des enseignants, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture offre cette année un prix d'une valeur de $300 000 qui sera partagé entre les 3 lauréats de cette édition. On en parle avec Linda Ningona. Mettons en avant les pratiques novatrices qui contribuent à améliorer la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage dans le monde. Surtout en cette période de crise sanitaire, le prix UNESCO Hamdan veut surtout récompenser les pays en développement ainsi que les communautés marginalisées et défavorisées. Pour y participer, il est notifié que les candidatures doivent être soumises en français ou en anglais avant le 31 octobre prochain à minuit via une plateforme en ligne dédiée à cet effet. D'une valeur de $300 000, cette enveloppe sera redistribuée entre les différents lauréats comme indiqué par les organisateurs. Les institutions, les organisations et des établissements d'enseignement sont de potentiels candidats. Créée en 2008, la 7e édition du prix UNESCO Hamdan s'inscrit donc dans le cadre de l'objectif de développement 4 sur l'éducation de qualité qui constitue l'une des priorités de l'UNESCO. Les lauréats de ce prix sont sélectionnés par un jury international rassemblant 5 professionnels de renom ayant des connaissances approfondies et une expérience sur les questions relatives à l'enseignement. Nous voilà l'annonce mise en place d'un déconfinement progressif en France. L'annonce a été faite par le président Emmanuel Macron ce jeudi. Au cours d'un entretien avec la presse, une description de cette mesure dans ce récit de Linda Gaël Magonga. Réussite de la campagne de vaccination contre la Covid-19, selon le premier constat, et baisse des cas de nouvelles contaminations au coronavirus. Malgré la présence des variants, la France envisage un déconfinement progressif. Jeudi, devant la presse, le président Emmanuel Macron a décrit un déconfinement par étapes du 3 mai au 30 juin. Cette disposition va se poursuivre en fonction de la situation épidémiologique. Si la courbe de contamination continue de régresser, les mesures de restriction continueront à être allégées, mais si une tendance à la hausse est observée, les autorités seront contraintes de faire revenir les restrictions. Pour l'heure, le couvre-feu sera maintenu à 19h pour être décalé à 21h dans la seconde phase à partir du 19 mai.
Cette phase permettra aux commerces, terrasses des bars et restaurants de rouvrir avec des tables ne dépassant pas 6 personnes. Les stades de football et les établissements sportifs pourront reprendre leurs activités. Par la suite, le télétravail ne sera plus une exigence et le passeport sanitaire sera désormais d'actualité pour les touristes. Et aux États-Unis, le président Joe Biden a décidé de la mise en place d'une taxe pour les plus fortunés de son pays afin de financer son plan en faveur des familles. Cette réforme sera détaillée devant le Congrès dans les plus brefs délais. Ornella Nguedou nous explique. C'est au nom de la réduction des inégalités que Joe Biden veut augmenter ses impôts. En effet, le président américain veut en découdre avec l'ultralibéralisme jugé cher aux États-Unis. Dans un premier temps, il y a l'augmentation des taxes sur les entreprises. Ensuite, c'est désormais aux ménages les plus riches qui s'attaquent, ceux qui gagnent plus d'1 million de dollars par an. Et dans son collimateur, les plus-values réalisées par le biais de la bourse. Il souhaite donc multiplier par 2 le taux d'imposition sur les gains financiers afin de l'amener à 43%. Selon le principe que les revenus du capital soient taxés à égalité avec les revenus du travail, il augmenterait également, mais uniquement sur 3 points pour atteindre le seuil de 40%. Ce sont les familles les plus riches qui sont les premières concernées, c'est-à-dire celles qui s'enrichissent grâce à l'euphorie de Wall Street. Par ailleurs, des services publics de première nécessité sont aujourd'hui sous-financés, faute de ressources suffisantes. Là aussi, Joe Biden veut allouer un budget exceptionnel de 80 milliards de dollars au service du fisc pour favoriser une meilleure collecte de l'impôt. En outre, d'après les derniers sondages, la classe moyenne soutient ces augmentations d'impôts. Par contre, les plus aisés sont nettement moins enthousiastes. Et cette note de sport avant de clore, les mesures annoncées pour les JO de Tokyo pourraient être encore plus dures, dixit Christophe Duby, le directeur des JO olympiques de Rio. Selon les organisateurs, les sportifs participant aux Jeux seront testés quotidiennement alors que le plan initial prévoyait des tests tous les 4 jours. Andy Essono Obiang s'en fait l'écho. Les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo 2020 ont repoussé à juin leur décision sur la présence ou non des spectateurs locaux, un symbole supplémentaire dans l'incertitude qui continue d'accompagner la préparation des Jeux olympiques prévus du 23 juillet au 8 août prochain. Ils ont par ailleurs annoncé que les sportifs participant aux Jeux olympiques seront testés quotidiennement alors que le plan initial prévoyait des tests tous les 4 jours. La forme finale du playbook reflétera l'état de ce qui est nécessaire compte tenu des conditions de santé en ce moment-là. Et que ce soit clair, s'il faut que certaines mesures soient encore plus restrictives qu'aujourd'hui, elles le seront. Le public venant de l'étranger est d'ores et déjà interdit à cause de la pandémie. Tokyo et 3 autres départements japonais sont depuis dimanche placés sous un 3e état d'urgence face à l'augmentation des cas de la Covid-19 qui impose que les manifestations sportives se déroulent à huis clos. Si le test de confirmation, qui est un test nasal PCR, est positif, oui, cela signifiera que vous ne serez pas autorisé à concourir car vous aurez passé 3 tests montrant que vous êtes positif. Donc il n'y aura aucun doute que vous ne pourrez être contagieux. Vous passerez donc par la procédure médicale pour être sûr que vous allez bien et que les autres aussi. Les organisateurs des JO tentent de persuader l'opinion que l'événement peut se tenir de manière sûre malgré la pandémie, mais les Japonais y sont en majorité opposés en raison des risques sanitaires selon plusieurs sondages ces derniers mois. Voilà qui met un terme à ce journal. Place à présent au rappel des titres. Au Gabon, la lutte contre la corruption se poursuit. Cette fois, c'est l'Ordre national des comptables qui s'est engagé auprès de la tutelle afin de joindre leurs différentes expériences et en venir à bout de ce phénomène dans le pays. Une délégation du Commonwealth a été reçue ce jeudi par le chef du gouvernement gabonais. Cette dernière est venue vendre les avantages de cette organisation et proposer une possible adhésion du pays à cette instance internationale. Et en Somalie, le président appelle à un retour au dialogue et à la tenue d'élections alors que le pays traverse sa pire période de violence politique depuis des années. En France, le président Emmanuel Macron a dévoilé son plan de déconfinement ce jeudi à la presse. Il a annoncé la réouverture des terrasses, des cinémas et des musées à partir du 19 mai.
L'actualité en temps et en heure, c'est aussi sur nos adresses qui s'affichent au bas de l'écran, mais également sur www.gabon24.ga. Bonne suite des programmes sur nos antennes.